Oui, bonjour à tous. Merci d'être là. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir avec le réseau Morphée pour cette quatrième session d'actualité du réseau Morphée. Dans cet endroit qui est vraiment prestigieux pour la médecine, hein, cette Académie de médecine nationale de médecine. Comme vous le savez, cette année a été déclarée grande cause nationale pour la santé mentale. Et ce qui fait que notre sujet aujourd'hui traitera non pas uniquement de ça, mais beaucoup de ces aspects. La deuxième chose, c'est que cette année aussi a vu la feuille de route sur le sommeil qui a été lancée en juillet par un des ministres de la Santé, parce qu'entre-temps, il y en a deux autres qui sont arrivés. Donc, il défile très très vite en ce moment. Et de ce fait, on devait avoir une conférence initiale par Michel Lejoyeux, mais qui est malheureusement justement emporté dans ce tourbillon au niveau des ministères. Donc il ne sera pas là, mais par contre, ce sera Julia Mariani qui va vraiment nous faire quelque chose de super sur santé mentale et sommeil. Et nous avons aussi la chance aujourd'hui d'avoir Jean-François Lillers, qui est donc de la maison, si je puis dire, puisque c'est l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine et qui est maintenant membre émérite de cette académie, et aussi ancien chef de service de la Salpêtrière, du service de psychiatrie. Donc il a eu au cours de son exercice à avoir été confronté aux troubles du sommeil et à la santé mentale, donc il nous en dira deux mots. Et je voulais particulièrement le remercier pour deux choses. D'une part, il a été vraiment un support inconditionnel pour le réseau Morphée au travers de ces journées et de pouvoir accéder à cet espace. Et la deuxième chose, c'est dans son travail au sein de l'Académie, il a largement participé à la mise en place de différents travaux des académiciens sur le sujet du sommeil. Et ça, c'est un très bon pour nous, parce que ça veut dire que même des médecins au top, disons, de l'exercice, commencent à s'intéresser au sommeil, ce qui est très bon signe pour la suite. Donc, merci encore Jean-François, et puis je te passe la parole pour introduire ces journées, enfin cet après-midi plus exactement. Merci beaucoup. Alors, je suis là pour introduire, mais d'abord pour vous souhaiter la bienvenue. Vous m'entendez ? Dans cette maison effectivement prestigieuse, qui a pris conscience ces dernières années de l'importance de la médecine du sommeil. Concept qui était inexistant lorsqu'étudiant en médecine, j'ai commencé à apprendre la médecine et très rapidement m'intéresser à la psychiatrie. Alors, je vous rappelle que l'Académie de médecine, c'est une institution qui a plus de 200 ans, qui est chargée par l'État français de s'intéresser à tous les sujets permettant d'améliorer les procédures de guérison et de traitement, d'innovation en médecine. Et effectivement, elle travaille d'arrache-pied avec ses 135 titulaires, autant de correspondants, quelques émérites dans mon genre quand on atteint l'âge vénérable de 80 ans, et autant de correspondants étrangers ou associés étrangers, ce qui fait un total de médecins de par le monde d'à peu près 400. Et évidemment, depuis la Covid et la révolution que ça a représenté dans les méthodes de travail, en particulier du télétravail et de la visioconférence, les commissions de l'Académie, qui travaillaient en petits comités relativement restreints, travaillent maintenant de façon beaucoup plus ouverte, large
et internationale. Et on se rend compte, pour ce qui est de la question qui nous réunit aujourd'hui, que l'intérêt pour la physiologie, la physiopathologie, la clinique et les pathologies du sommeil est une question particulièrement à l'ordre du jour dans notre monde actuel. Donc, bon, il se trouve que Sylvie a été interne dans le service de mon maître Vidlocher à la Salpêtrière, à l'époque où j'étais chef de clinique, et que depuis cette époque, nous ne nous sommes pas quittés, et que j'ai pu suivre l'évolution de l'intérêt pour les troubles du sommeil. Il faut vous dire que dans les années 60 et 70, uniquement les physiologistes s'intéressaient au sommeil. Les cliniciens considéraient que les troubles du sommeil, c'était un symptôme parmi d'autres, et leur intérêt était réduit à un seul point, c'était un critère permettant de diagnostiquer tel ou tel trouble psychiatrique. Bon, on était à l'époque où la psychanalyse d'abord régnait de façon hégémonique, mais la médecine se développait malgré tout parallèlement de façon inexorable, et tant mieux. Et la psychanalyse est maintenant devenue, je dirais, plus dans son rôle de psychothérapie et d'aide psychologique à un certain nombre de pathologies. Et donc, cet intérêt pour le sommeil était quand même relativement restreint. On s'intéressait au diagnostic et le trouble du sommeil n'était qu'un symptôme. Et puis sont arrivés les grands travaux à Lyon, évidemment, sur le rêve. Je n'ai pas le nom en tête, mais je ne connais que lui, de Jouvet, évidemment, et d'un certain nombre d'autres. J'ai bien connu Guy Minot, qui était un chercheur français qui est parti chez Dement en Californie, et très vite le lien entre la physiologie, la physiopathologie et la clinique s'est développé, d'où un intérêt croissant des cliniciens pour la clinique du sommeil. Et effectivement, moi j'ai été de cette génération qui a pris conscience que ça n'était pas seulement un symptôme. C'était un élément diagnostique très important et dont la microsémiologie n'était pas seulement un élément de critériologie, mais en même temps un élément permettant d'aborder la pathologie de chaque patient et des symptômes associés d'une façon très éclectique, très élégante et très pragmatique. Alors, je prendrai simplement l'exemple de la dépression. Les troubles du sommeil, l'insomnie de 4 heures du matin, qui est quand même presque pathognomonique du trouble de l'humeur, c'est quelque chose qui était totalement banalisé à l'époque et qui est devenu, avec la chronobiologie autour de Reinberg et de ses élèves, quelque chose de très important pour le diagnostic des dépressions. Et donc la chronobiologie est venue rajouter à l'exploration microsémiologique du sommeil une possibilité d'intérêt pour la pathologie spécifique de chaque patient, permettant non seulement d'établir un diagnostic, mais en plus d'avoir un élément très important pour l'indication thérapeutique. Alors voilà, je vous ai brossé très très vite un historique de la place du sommeil qui est parti de pas grand-chose il y a 50 ans pour devenir maintenant quelque chose dont vous êtes finalement les éléments moteurs et les pionniers, c'est-à-dire une véritable médecine du sommeil. Indépendamment, je dirais, de son application en santé mentale, en santé en général et en santé publique. Alors, je n'insisterai pas sur le fait que la définition tout à fait extraordinaire de l'OMS sur la santé avec son état de bien-être complet pose des problèmes aux médecins qui sont considérables. Alors, en l'absence, évidemment, d'infirmité,
ou enfin, il y a un certain nombre d'attendus, et que, évidemment, quand on voit l'incidence et la prévalence des troubles du sommeil, on devrait en déduire que les populations de tous les pays avancés, mais même dans les autres pays, sont en très mauvais état de santé. Et qu'il y a donc un problème de santé publique important sur lequel la médecine doit se pencher, et c'est ce que vous faites, je crois, spécifiquement dans ce réseau Morphée qui a été créé par mon amie Sylvie et dont je suis heureux, j'allais dire, d'accompagner le développement. Alors, l'année dernière, on a dit que vous étiez autour de 350 médecins ou autres praticiens s'intéressant directement au sommeil et spécialistes des traitements des troubles du sommeil. Donc cette organisation en réseau est importante et signale l'intérêt et permet aussi le développement de recherches de plus avancées sur ces troubles très intéressants, très fondamentaux, et qui n'intéressent pas seulement la santé mentale, mais qui intéressent le psychiatre, parce que c'est souvent un marqueur, comme je viens de dire à Sylvie, un marqueur souvent très précoce des troubles psychiatriques. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je n'ai rien à rajouter. Je regrette qu'une chose, c'est que mon ami Le Joyeux n'ait pas pu nous rejoindre parce qu'il est prolixe, il écrit beaucoup, il se répand dans les ministères, dans l'assistance publique, et donc son emploi du temps ne lui a pas permis de nous faire part de son expérience, mais je pense qu'il vous aurait raconté un peu la même histoire que celle que je vous ai racontée à l'instant, d'une manière très caricaturale et très rapide. Donc, merci de votre présence. Merci à Sylvie d'animer ce groupe Morphée et la nouvelle présidente qui anime maintenant à sa suite le réseau Morphée. Et je donne la parole tout de suite au premier orateur qui est Julia Maruani. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors déjà, désolée, je ne suis pas professeur Le Joyeux, c'est mon chef de service, donc j'espère que je vais être à la hauteur. En tout cas, merci beaucoup Sylvie de m'avoir proposé de remplacer le professeur Michel Le Joyeux. Donc moi, je vais vous parler de sommeil et de santé mentale. Je suis psychiatre et médecin du sommeil au Centre Chronos, qui est un centre de psychiatrie, sommeil et chronobiologie à l'hôpital Bichat, et je travaille aussi avec le professeur Pierre-Alexis Geoffroy. Alors déjà, un petit rappel, même si tout le monde le sait, on dort un tiers du temps dans notre vie. Le sommeil n'est pas un simple temps de repos. C'est un déterminant de la santé globale. C'est un processus biologique fondamental qui régule l'ensemble des fonctions biologiques, aussi bien immunitaires que métaboliques, mais aussi hormonales. Et c'est un déterminant aussi de notre santé mentale. Alors, lorsque ce sommeil est perturbé en termes de qualité, de quantité, mais aussi de régularité, eh bien, ces perturbations sont associées à des pathologies. Et notamment, on a un indicateur fort en santé globale qui est la durée de sommeil. Et une durée de sommeil perturbée, c'est-à-dire diminuée de moins de 7 heures ou augmentée de plus de 8 heures, est associée à une augmentation des décès en population générale, une augmentation de la prévalence du diabète, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies coronariennes, des infarctus du myocarde et une prévalence augmentée de l'obésité. Et pour la santé mentale, on va retrouver exactement la même chose, avec une prévalence augmentée des troubles psychiatriques pour des durées de sommeil réduites, moins de 5 heures par nuit, ou pour des durées de sommeil nocturnes augmentées à plus de 9 heures par nuit. Et ça va toucher toutes les pathologies psychiatriques, aussi bien les troubles de l'humeur que le trouble de l'usage des substances, mais également les tentatives de suicide. Donc finalement, que ce soit pour la santé psychiatrique ou non psychiatrique, on a ces courbes en U, une durée de sommeil courte ou augmentée, comparativement à un sommeil entre 7 et 8 heures, est associée à une prévalence augmentée de pathologies, y compris les pathologies psychiatriques. Alors la problématique actuelle, c'est que les Français dorment de moins en moins bien. En 50 ans, ils ont perdu en moyenne 1h30 de sommeil par nuit.
Près de 45% d'entre eux déclarent des troubles du sommeil. Le trouble insomnie, par exemple, ça touche 10 millions de personnes. Et les enfants, comme les adolescents, sont particulièrement touchés. Et pourquoi c'est une problématique? Parce que ce sommeil perturbé, au-delà d'être associé à une prévalence élevée de pathologies médicales et psychiatriques également, eh bien, ces troubles du sommeil vont être des facteurs prédictifs de conversion vers un épisode psychiatrique. Alors, on a une étude en 2024 qui est parue dans Nature Medicine, donc il y a un beau journal, qui montre même que ces troubles du sommeil sont les facteurs principaux d'émergence de troubles psychiatriques. Donc des facteurs de risque, c'est le facteur qui pèse le plus par rapport à tous les autres facteurs de risque d'émergence de troubles psychiatriques, bien plus haut que les antécédents familiaux de troubles psychiatriques, bien plus important que les traumas dans l'enfance, mais aussi le niveau socio-économique et tous les facteurs de risque finalement de maladies psychiatriques. Donc ça, c'est important de bien le prendre en compte. Et alors, quels vont être ces troubles du sommeil associés à l'émergence des troubles psychiatriques? Donc, en fonction du développement, on va avoir des manifestations différentes. Chez l'enfant, c'est surtout des rythmes de sommeil irréguliers qui vont être associés à l'émergence des troubles psychiatriques. Chez l'adolescent, ça va être plutôt des rythmes veille-sommeil retardés, ce qu'on appelle le syndrome de retard de phase, qui va être associé à l'émergence des troubles psychiatriques, qui va être associé aussi à une durée de sommeil plus courte, une somnolence diurne excessive. Chez l'adulte, ça va être plutôt le trouble insomnie, appelé aussi l'insomnie chronique. Et puis chez le sujet âgé, on a le syndrome d'avance de phase, donc des cycles veille-sommeil avancés avec des réveils précoces, qui va être associé à l'émergence des troubles psychiatriques. Alors, chez l'adulte, une étude qui est parue en 2023, qui montre finalement qu'il y a plusieurs plaintes de sommeil qui sont associées à l'émergence des troubles psychiatriques, notamment la fréquence de l'insomnie, quand c'est plus de 3 nuits par semaine, une somnolence diurne excessive, une qualité de sommeil altérée. Tous ces facteurs sont associés à l'émergence des troubles psychiatriques, mais surtout aux troubles de l'humeur. Et puis, il y a des marqueurs aussi polysomnographiques, comme une densité de REM qui est augmentée, associée aussi à l'émergence de la dépression. Alors pourquoi ces troubles du sommeil, finalement, ils sont centraux dans les pathologies psychiatriques? C'est parce qu'en fait, ils vont être présents à tous les stades de la maladie psychiatrique. Ils participent à l'émergence du trouble psychiatrique, mais ils sont aussi présents en phase aiguë des épisodes psychiatriques, donc pendant les phases dépressives par exemple, mais aussi les phases d'excitation, les épisodes psychotiques également. Ils vont être présents aussi en phase de rémission, et surtout, pour 50% des patients, ils vont persister pendant les phases de rémission. Et c'est ce qu'on appelle les symptômes résiduels. Et le souci, c'est que ces symptômes résiduels vont être associés à la récurrence des épisodes, à la rechute des épisodes. Donc finalement, ces troubles du sommeil vont impacter la trajectoire des troubles psychiatriques et assombrir le pronostic des maladies psychiatriques. Alors, qu'est-ce qui fait les liens des troubles du sommeil et les troubles psychiatriques? C'est que finalement, la pathogenèse des troubles psychiatriques va résulter d'une perturbation de systèmes qui vont être interconnectés. Un des systèmes qui participent aux troubles psychiatriques, c'est les perturbations de notre horloge biologique, donc située au niveau des noyaux suprachiasmatiques, au niveau de l'hypothalamus, qui régulent l'ensemble des rythmes biologiques, les rythmes circadiens, donc comme les rythmes veille-sommeil, mais aussi les rythmes saisonniers, les rythmes menstruels, les rythmes lunaires. Et ce système biologique va être en interaction avec plein d'autres systèmes biologiques impliqués dans la régulation des troubles psychiatriques et notamment de l'humeur. Le processus du sommeil, de la vigilance, le processus du traitement du signal lumineux, de l'axe HPA, de l'activité, des émotions, des cognitions. Et quand on a des facteurs internes ou externes, comme des facteurs météorologiques avec une augmentation de température, comme un changement de saison avec, par exemple, une diminution de la photopériode à l'arrivée de l'automne-hiver, comme un jet lag, comme le jet lag social, et plein d'autres facteurs qui agissent sur un des systèmes, notamment sur notre horloge biologique, eh bien, l'ensemble du modèle peut précipiter vers un épisode psychiatrique et notamment thymique. Alors, comment ces troubles du sommeil vont se manifester chez les patients qui ont des troubles psychiatriques? Il va y avoir déjà 3 grandes plaintes. Et derrière chacune des plaintes, il va falloir rechercher des troubles. Donc les 3 grandes plaintes du sommeil, ce sont l'insomnie d'endormissement, de maintien, des réveils précoces, avec les symptômes diurnes associés, l'hypersomnolence, qui inclut 3 grandes dimensions, la durée de sommeil allongée, l'inertie au réveil, et puis la somnolence diurne excessive, et puis la plainte de cauchemar.
Et ces 3 grandes plaintes vont être extrêmement fréquentes chez les patients qui ont des troubles psychiatriques. Alors moi, je suis un peu plus spécialisée dans les troubles de l'humeur. En tout cas, dans les troubles de l'humeur, dans les troubles dépressifs, l'insomnie, ça touche 85% des patients qui ont une dépression. L'hypersomnolence, 48% des patients qui ont une dépression. Ça fait même partie des critères diagnostiques des épisodes dépressifs caractérisés. Les cauchemars, ça touche aussi les patients qui ont une dépression, entre 17 et 97%, en fonction du profil clinique de la dépression. Quand on a une mélancolie, par exemple, il y a plus de risque d'avoir des cauchemars. 90% de patients ont des cauchemars quand ils font une dépression mélancolique. Et pourquoi c'est important d'identifier ces plaintes de sommeil associées aux troubles psychiatriques? Donc déjà parce qu'il faut rechercher un trouble du sommeil, mais surtout c'est parce que ça va aussi modifier le profil clinique du trouble psychiatrique. On va être exposé à des patients qui ont des troubles psychiatriques qui sont plus sévères, plus pharmacorésistants, comme on l'a dit tout à l'heure, avec plus de rechutes, plus de symptômes résiduels, mais également plus de comportements suicidaires. Chez les patients déprimés, la présence de troubles du sommeil va augmenter entre 2 à 3 fois le risque de conduite suicidaire. Chez des patients déprimés avec une résistance thérapeutique, donc après échec de 2 stratégies antidépressives, on a pu montrer que la somnolence diurne excessive prédisait les idées suicidaires à 1 an. Et puis, chez des patients qui ont de l'insomnie plus une somnolence diurne excessive par rapport à ceux qui auraient que de l'insomnie, de la même façon, on a un profil clinique qui est plus sévère, avec plus d'idées suicidaires en termes d'intensité, de fréquence, et puis au niveau du sommeil, des patients qui font plus de siestes, qui ont plus d'hypersomnie, d'inertie au réveil, et un retard d'activité diurne, une saisonnalité des symptômes. Donc les profils cliniques des épisodes psychiatriques vont être modifiés quand il y a un trouble du sommeil associé. Pour les dépressions avec cauchemar, ça va être exactement la même chose. En effet, les patients qui ont une dépression avec cauchemar par rapport à ceux qui ont une dépression sans cauchemar vont avoir un profil de dépression plus sévère, avec des symptômes dépressifs plus importants, plus d'anxiété et encore une fois, plus d'idées suicidaires. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions de prise en charge. Alors, on sait que le traitement principal du trouble insomnie, quand il est diagnostiqué, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, c'est le traitement de référence. Des études ont pu montrer que ce traitement est efficace dans les troubles insomniques comorbides des troubles psychiatriques, quel que soit le trouble psychiatrique, donc y compris chez les patients qui ont une schizophrénie, un trouble bipolaire. Et puis une étude récente a pu montrer que la TCC de l'insomnie, donc cette thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, agissait non seulement sur les symptômes d'insomnie, mais aussi les symptômes, par exemple, dépressifs, puisque cette étude était faite chez des patients qui avaient une dépression. Et puis on a pu commencer à identifier des facteurs prédictifs de bonnes réponses et de moins de bonnes réponses à la TCCI chez ces patients, et notamment avoir une dépression résistante permettait d'avoir une bonne réponse au traitement. Donc on a été un peu surpris, mais en même temps pas tant que ça, puisqu'on sait que la dépression résistante, c'est une dépression qui résiste à 2 stratégies antidépressives. Mais au final, les stratégies antidépressives ne traitent pas cette dimension sommeil. Et donc la TCCI permet, en association au traitement antidépresseur ou régulateur de l'humeur dans les troubles bipolaires, de traiter cette dimension sommeil. Et donc la résistance, quand vous avez un patient résistant, c'est peut-être parce que son trouble du sommeil n'a pas été traité. Donc la TCC de l'insomnie, non seulement elle traite le trouble d'insomnie, elle traite le trouble psychiatrique, mais aussi elle prévient la rechute dépressive. Et cela dans 50% des cas. Elle réduit le risque de moitié de développer une dépression. Donc on a déjà des stratégies de prévention. On peut traiter le trouble insomnie comorbide des troubles psychiatriques, et puis on peut empêcher aussi l'émergence du trouble psychiatrique ou la récurrence du trouble psychiatrique. Pour les cauchemars, alors j'en avais déjà parlé un petit peu, donc je vous rappelle, ce sont ces rêves prolongés dysphoriques bien mémorisés, désagréables, qui impliquent généralement des menaces vitales sur la sécurité ou l'intégrité physique. On sait que les cauchemars aussi sont impliqués dans la sévérité des troubles psychiatriques, sont aussi prédictifs d'une rechute. Dans les troubles bipolaires, on sait qu'avoir des cauchemars 7 mois avant, ça prédit une dépression chez des patients qui ont un trouble de l'humeur, quelques mois avant une hypomanie, et puis même une crise suicidaire. Donc on sait que c'est un marqueur important, qu'il faut poser la question aux patients que vous voyez. Est-ce que vous faites des cauchemars et est-ce que dans vos rêves, il y a des scénarios par ailleurs suicidaires? Et pourquoi c'est important? Parce qu'on va pouvoir empêcher la crise suicidaire ou l'épisode thymique en traitant ces cauchemars. Donc le traitement de référence pour les cauchemars, c'est la thérapie par répétition d'imagerie mentale. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent cette thérapie, mais cette thérapie consiste à créer un nouveau scénario à partir du cauchemar, et parfois complètement différent du cauchemar, de l'écrire et puis de le visualiser
et s'exercer tous les jours à une visualisation pendant 1 à 10 minutes, dans l'idée que ce nouveau scénario va diminuer l'intensité du contenu émotionnel au sein des cauchemars. Donc c'est un traitement qui a montré son efficacité aussi bien dans les cauchemars idiopathiques que dans le trouble de stress post-traumatique. Ça diminue la fréquence, la détresse associée au cauchemar à 3 mois, avec une efficacité qui est maintenue à 30 mois et pas d'effet indésirable rapporté. Et puis tout récemment, on a fait une étude qui montre que ce traitement est aussi efficace dans la maladie des cauchemars comorbides de la dépression, avec une diminution non seulement de la sévérité des cauchemars, de la fréquence, de l'impact émotionnel diurne et nocturne des cauchemars, mais aussi une action sur les symptômes dépressifs et sur les idées suicidaires. Donc on a des stratégies de prévention de la rechute. La psychoéducation s'est déjà beaucoup utilisée en psychiatrie. Et nous, on a créé un nouveau groupe au Centre Chronos, je me permets d'en parler, le groupe s'appelle Safe Chronos, dont l'objectif est vraiment de réduire la récurrence thymique et la crise suicidaire dans les troubles de l'humeur, en faisant de l'information sur en effet la trajectoire des troubles du sommeil jusqu'à leur rechute psychiatrique, et simplement en essayant d'identifier avec les patients les facteurs déclenchants, les signes précoces et d'intervenir précocement. Donc, en conclusion de cette présentation, on a vu que le sommeil était déterminant dans la santé mentale, que ce soit sa durée, sa qualité, sa régularité. L'enjeu, ça va être d'améliorer la prévention, en tout cas de l'émergence des troubles psychiatriques, peut-être en favorisant une bonne hygiène de sommeil chez les enfants, les jeunes adultes et les adolescents. Peut-être donner des repères plutôt clés aux parents, aux familles, et puis surtout renforcer les connaissances sur le sommeil, les rythmes veille-sommeil, notre horloge biologique au sein de la population et surtout auprès des professionnels de santé, les aider à améliorer leurs connaissances, les aider à mieux repérer leurs troubles du sommeil et puis à mieux prendre en charge les troubles du sommeil de leurs patients. Je vous remercie pour votre attention.